Les forces ukrainiennes ont récemment enregistré une série de progrès inattendus, ouvrant un corridor depuis le Donbass en direction de la Crimée. Le cœur de cette avancée se situe désormais sur la péninsule elle-même, au point de susciter une réaction personnelle de Vladimir Poutine, qui a laissé entendre que la solution la plus simple consistait à attendre que la situation s'essouffle. Son objectif : remettre en cause l'idée selon laquelle l'Ukraine a repris l'initiative et renforcer l'image d'une armée russe présentée comme invincible. Pourtant, sur le terrain, la réalité semble bien différente. La Crimée, qui compte environ 2,5 millions d'habitants, est plongée dans l'obscurité. Le média Kyiv Nezalezhna rapporte que, selon les premières données recueillies sur le terrain, près de la moitié de la péninsule avait déjà été privée d'électricité avant même la fin du mois de juin, soit environ 1,25 million de personnes. La raison est simple. Des centrales électriques, des postes de transformation à haute tension et d'autres infrastructures énergétiques ont été la cible d'une semaine de frappes soutenues. Les 2 jours précédents, ce rapport aurait été particulièrement intense. Les forces ukrainiennes spécialisées dans les systèmes sans pilote affirment avoir frappé au moins 10 importantes sous-stations électriques à haute tension entre le 1er et le 3 juillet. Les données satellitaires de détection des incendies ainsi que des observateurs indépendants auraient confirmé des foyers d'incendie s'étendant de l'ouest jusqu'au nord de la péninsule. L'apparence estivale de la Crimée a changé avec ces événements. Au lieu de plages bondées, la péninsule donne désormais l'image d'un territoire où des files d'attente se forment dans l'espoir de quitter les lieux en empruntant le pont de Kertch. Plusieurs témoignages indiquent également que certains militaires russes en service actif, ainsi que leurs familles, stationnés en Crimée, commenceraient discrètement à rejoindre ce mouvement de départ. Comment cette situation a-t-elle commencé ? Par des vagues de drones d'attaque à usage unique qui auraient réussi à franchir des défenses aériennes incapables de suivre leur rythme. Des installations énergétiques situées à Sébastopol, Alouchta, Krasnoperekopsk et Armiansk auraient été touchées puis incendiées. Les réseaux électriques du nord-ouest, du centre et du littoral sud auraient subi des dégâts décrits comme pratiquement irréparables à court terme. Même le journal russe Kommersant a reconnu que des dizaines de milliers d'habitants d'Armiansk et de Krasnoperekopsk étaient restés plus de 2 jours sans électricité ni eau. Dans le village voisin d'Izumrudnoï, la coupure d'eau durerait depuis 6 jours. Théodosie, qui compte environ 100 000 habitants, figure parmi les villes les plus durement touchées, tandis que Eupatoria, Saki, Yalta et Bakhchisaraï feraient face à des conditions tout aussi critiques. Ces frappes n'étaient pas menées au hasard, elles visaient directement le cœur du réseau énergétique. Une sous-station électrique à haute tension située dans l'ouest de la Crimée aurait été l'une des cibles les plus importantes. Des réservoirs de carburant liés à la centrale thermique de Kertch auraient pris feu. Le principal gazoduc alimentant Simferopol aurait été mis hors service. La station centrale de transformation reliée à la centrale électrique de Sébastopol, où est basée la flotte russe de la mer Noire, aurait également été détruite, plongeant la ville dans l'obscurité. L'opérateur Crimenergo a été contraint de mettre en place des coupures tournantes, bien que même la répartition minimale de la charge électrique serait désormais devenue difficile. Les centrales thermiques, plus récentes de Balaklava et de Tavricheskaya, ne seraient plus capables, à elles seules, de répondre à la demande régionale. Les câbles sous-marins transportant l'électricité depuis la région russe du Kouban fonctionneraient au-delà de leur capacité, tandis que les pompes alimentant le réseau d'eau de la péninsule auraient cessé de fonctionner faute d'électricité. De nombreux habitants se retrouveraient ainsi privés simultanément d'électricité et d'eau courante, avec les risques sanitaires que cela implique. Pris dans son ensemble, ce tableau donne l'image d'un État russe qui peine
actuellement à maintenir l'alimentation électrique d'un territoire considéré comme essentiel à son dispositif militaire dans le sud. La crise ne se limite pas au réseau électrique. Une pénurie de carburant est venue aggraver la situation. À partir du 21 juin environ, un ordre aurait interdit aux stations-service de Crimée de vendre du carburant aux véhicules civils. À Sébastopol, les achats hebdomadaires auraient été limités à environ 20 litres par personne, le reste des réserves étant redirigé vers les administrations publiques et les transports militaires. Cette mesure aurait provoqué des achats de panique, de longues files d'attente ainsi que l'apparition d'un marché noir où les prix auraient rapidement flambé. Selon plusieurs sources, cette crise aurait été déclenchée par une frappe contre le dépôt pétrolier de Théodossie à Kertch, suivie de dégâts sur des installations pétrolières situées au port russe de Kavkaz, principal axe d'approvisionnement de la Crimée. Les dommages subis par les terminaux du détroit de Kertch auraient également perturbé les livraisons de carburant vers le front Mariupol-Melitopol, obligeant les forces russes à puiser dans les mêmes réserves limitées que les civils. Quel est l'objectif réel de l'Ukraine ? Les responsables ukrainiens expliquent chercher avant tout à isoler la péninsule sur le plan logistique plutôt qu'à lancer une coûteuse offensive terrestre. Robert Brovdi, commandant des forces ukrainiennes de systèmes sans pilote, a déclaré à Reuters que l'objectif à court terme consistait à couper la Crimée de ses voies d'approvisionnement. Le ministre de la Défense, Roustem Oumerov, a tenu un discours similaire en évoquant des projets visant à rompre les liaisons logistiques reliant la péninsule au continent. La stratégie reposerait sur des campagnes coordonnées de drones à longue portée contre les principaux points de passage logistique. D'abord, les accès aux ponts de Kertch et les traversées par ferry, puis les itinéraires terrestres passant par Melitopol et Simferopol. Selon l'équipe de Brovdi, le trafic militaire sur l'autoroute R 280 aurait diminué d'environ 70% au cours du dernier mois. De nombreux analystes estime qu'une évolution structurelle est en cours. Michael Kaufman de Carnegie considère que l'avantage ukrainien dans le domaine des drones pourrait rendre un isolement logistique complet crédible, tandis que l'Institute for the Study of War estime que la pression exercée sur les lignes d'approvisionnement russes pousse progressivement le front sud vers des pénuries. Moscou peut-elle inverser la tendance ? Les éléments disponibles laissent davantage penser à des mesures d'urgence qu'à de véritables solutions. Dans la nuit du 25 au 26 juin, des drones des forces spéciales ukrainiennes auraient frappé le chantier naval Zaliv à Kertch, endommageant les navires poseurs de câbles Volga et Viatka, ainsi que le ferry Petropavlovsk-Kamtchatski, achevé à environ 96% et considéré comme essentiel pour faciliter les traversées ainsi que les évacuations. Le navire serait désormais hors service. Depuis, des ingénieurs russes auraient construit des passages provisoires sur pontons le long de la flèche d'Arabat, visibles sur des images satellites publiées par Radio Svoboda le 30 juin. Parallèlement, les batteries de défense aérienne S-400 et Pantsir S, un chargé de protéger le pont de Kertch, seraient progressivement affaiblies par des frappes répétées. À cela s'ajoute la dimension économique. Le tourisme, longtemps pilier de l'économie criméenne, se serait effondré. Environ 80% des réservations hôtelières pour la saison estivale auraient été annulées dans une région qui avait accueilli près de 7 millions de visiteurs.